Voilà, on est à Paris, hein. Paris. Petite ambiance sympathique. Allez. On va aller s'instruire. 40 ans, non, on va dire, allez, 30 ans de rap français mature. Hein, si on considère que ça commence avec un peu avant Rap Attitude, tout ça, bon, une grosse trentaine d'années de rap français mature. Dès qu'on voit une émission sur le rap français, le grand spécialiste, Fred de Skyrock. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et plus grave que ça, parce qu'à la limite, ça, mais plus grave, on va attendre l'essai des Français. Voilà. Plus grave que ça, c'est que toutes ces conneries de Skyrock, de machin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se poser la question sur la transmission, la contre-culture. Toutes ces conneries de Planète Rap, là, ça fait 25 ans que ça dure. Combien de générations ont été mis dans le mauvais chemin avec toute cette merde? C'est ça, les vrais trucs, c'est ça. Médias. Entre autres, la politique aussi. Quand les gens, peut-être vous ne le savez pas, mais moi je le dis, le business du rap français institutionnel et culturel, c'est mon opinion, est contrôlé par le Parti Socialiste de Paris. Il y a de la politique. Moi, une fois, je vais vous raconter une anecdote. En fin des années 90, j'étais dans le bureau de Laurent Bounot. À l'époque, on faisait des rendez-vous sur des questions de programmation pour Assassin et tout ça. Et Laurent Bounot, je sais pas, il me sort, tiens, ce week-end, j'étais au congrès des SOS Racisme. Je dis, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas? Oh, c'est cool, ouais, mais ça mérite d'être écouté, non. Peu de temps après, il n'y a pas un mec qui s'appelle Malik Bouti qui est devenu conseiller spécial à Skyrock? Il vient d'où, Malik Bouti? De SOS Racisme. Voilà. Donc, il faut se poser toutes ces questions. Si on regarde tout ça, c'est compliqué de maintenir un équilibre contre-culturel. Très compliqué. Nico, tu voulais rajouter quelque chose? Du coup, j'ai deux trucs à dire. Ah. D'accord. Bon, déjà, par rapport aux radios. Oui. Là, ça va être... je vais rebondir sur ce que dit Madge. Par rapport à Sky, c'est quand même Sky qui orientait vachement. Parce que moi, j'étais en maison de disque à l'époque. C'est-à-dire, t'envoyais tes morceaux à Sky. S'ils disaient non, la maison de disque te jetait. J'ai même assisté à des scènes un peu ubuesques où des grands rappeurs vraiment respectés chez nous, le mec arrive, il donne son son, ouais, mais il faudrait quelqu'un de plus connu, c'était Oxmo, il faut qu'il fasse un featuring avec un autre mec, Pete Bacardi, pour que son morceau passe, il retourne en studio. Pour moi, c'est des trucs de fou, tu vois. Je bosse avec le mec des Raga Sonic, avec Big Red, on fait un album, Bono écoute, l'album il défonce, et le mec dit ouais, mais bon, maintenant il faut des trucs un peu plus jeunes. C'est-à-dire, ces gens-là ont orienté la musique qui était écoutée par la jeunesse, et donc orienté la direction de notre culture, parce qu'il fallait avoir de l'audimat, etc., leur écoute, et finalement on devenait comment te dire, contre-culture, d'accord, mais contre-culture, t'en as rien à foutre de passer à la radio, etc. Mais comme t'as besoin de passer à la radio, tu veux vendre des disques, t'as envie d'exister. Oui, parce que le rap, c'est du commerce. Il faut quand même vendre des disques. Peut-être pas au début. Enfin, je sais pas. Quand les mecs commencent à rapper et tout, je me dis, enfin, on se pose pas la question. On veut vendre 2 millions de disques, non? Et quand on commence à danser, on se dit pas, on va faire les Jeux Olympiques non plus, tu vois. Mais quand tu fais un disque, tu veux le vendre? Non. Écoute, non, mais pour te dire un truc, voilà. Attends, laisse Solo, je finis juste. Je produis un groupe de rap cubain qui s'appelle Orichas en France. C'est du rap en espagnol. Est-ce que tu crois vraiment je kiffe la salsa? Je produis le groupe. Ok, on va voir les maisons de disques. J'ai du bol. C'est le moment où il y a Buena Vista Social Club qui éclate. On intéresse les maisons de disques. Mais quand je commence 2 ans avant, je fais du rap en espagnol en France. Tu crois vraiment que je me dis putain, je vais en vendre 1 million? J'en ai rien à foutre. Mais non, je me pose même pas la question. Je suis en train de faire un truc que je kiffe. Merci. Avec des gens que je kiffe, de la musique que je kiffe. J'ai un coup de bol. On arrive, on signe, là on est à presque à 2 millions d'albums, je synchronise dans plein de films, j'ai un Grammy, etc. Mais je me dis pas, si vraiment mon objectif c'était de me dire je vais vendre du disque, je vais aller contacter la gaffe pour faire il est beau le lavabo numéro 2, quoi, tu vois.
Mais on s'en fout. Essayé, hein. Ouais, voilà, mais du coup, les radios c'est bien parce que ça nous permet d'avoir un canal de diffusion, mais ce qui est moins vrai maintenant. C'est pour ça quand je te disais que maintenant, finalement, le rap a gagné en indépendance parce qu'il y a d'autres canaux qui sont pas maîtrisés par les radios, etc. dans le rap. Donc ça c'est une force. Déjà c'était un peu pour rebondir sur ce qu'avait dit Match par rapport à ça. Après par rapport à la transmission. Voilà, là il y a un mec qui s'appelle Fado, c'est la nouvelle génération des b-boys. Je continue à m'entraîner avec eux. Si après il veut poser des questions ou parler, il te le dira. Je continue à aller dans les salles, à transmettre ce que je sais faire, la danse. Et donc il y a cette transmission. Mais à partir du moment où tu te retrouves avec une culture, parce que quand on dit c'est une culture mainstream, c'est vrai, il y a plein de gens. Mais en vérité, notre communauté à nous, en tout cas dans la danse, on est très peu. Donc ces échanges, ce côté un peu underground, etc. Il y a Erwan qui va venir, qui participe au truc. Le mec, je m'entraîne avec lui dans mon sous-sol, etc. On continue à avoir ces contacts, on continue à avoir une sorte de entre guillemets de vrai hip-hop où tu fais les échanges, où tu transmets. Mais là, on parle de beaucoup de gens. Et moi, je pense que c'est la multiplication du nombre des personnes qui sont en contact avec cette culture qui fait que le côté contre-culture disparaît. Quand on était peu, on était entre nous, etc. On allait défoncer les trains avec Solo, on allait à Gare du Nord, on s'est fait arrêter, etc., etc. C'est bien. Quand on est peu, on va dans la salle, mais on est 15. Mais quand on parle quand on parle vraiment du hip-hop mainstream, c'est pas ça. C'est que ça passe à la télé, c'est que tu vas dans des cours, il y a des gamins, il y a plein de gamins qui dansent, qui veulent faire de la danse hip-hop, mais c'est des écoles où t'as 300-400 personnes. Mais ça, comment tu veux garder le truc un peu underground quand t'as 400 mecs qui sont alignés, enfin 400 gamins qui sont alignés ou 300 gamins, pas que pour le break, hein, et qui refont exactement ce que t'as fait. L'essence du truc, c'est pas ça. L'essence du truc, c'était justement aller chercher à droite, parce qu'on n'avait rien pour construire. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher tout ce qui nous entourait. Tu vois, on explorait un petit peu. Tu sais, c'est l'âme un peu d'exploration qu'ont les hommes depuis le début de leur existence. On regardait ce qui nous entourait. Avec ce qui nous entourait, on faisait quelque chose parce qu'on n'avait rien. Mais maintenant, c'est plus le cas. On a des gens qui viennent, ils se mettent en ligne, on leur monte un pas. On a des gens qui écoutent la radio, une radio qui nous dit ce qu'il faut qu'on passe pour passer à la radio. Ils écoutent et pour eux, le hip-hop, ça va être ça. C'est ça aussi qui a un peu amené tout ça dans une direction et qui l'a rendu plus mainstream. Mais il y a un côté encore. On a un mouvement, on a une culture, on a une communauté. Mais quand ça devient trop de personnes, trop de gens, à ce moment-là, c'est compliqué que ça reste une contre-culture, tu vois. Mais il y a encore un noyau avec des gens qui dansent, avec des gens qui s'entraînent, etc.